Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, puisque en Ille-et-Vilaine, aujourd'hui, ce mois-ci, pardon, au début du mois de juin, une femme a accouché à son domicile de son plein gré, sans assistance médicale. Et cette décision réfléchie légale a pourtant amené le père et la mère d'un tout petit bébé et de sa sœur de 2 ans d'être séparés de leurs enfants. Je vous raconte rapidement l'histoire et puis on va donner la parole à Djaliborka Milovanovic qui a tout suivi. Noémie et Raphaël sont les 2 jeunes parents d'une petite fille de 2 ans et ils viennent d'accueillir le 3 juin dernier un deuxième enfant, Lou. La naissance à leur domicile, sans assistance médicale, ce qui est, je le précise, parfaitement légal, a été réfléchi. Il ne s'agissait donc pas d'un accident. Noémie et Raphaël ont réfléchi leur projet d'accouchement non assisté. Ils se sont beaucoup documentés sur la physiologie de l'accouchement. Ils ont échangé avec beaucoup de personnes. Ils étaient soutenus d'ailleurs par leur entourage. Il s'agissait donc d'un choix totalement lucide et, on peut le dire, rationnel. Selon la naissance, c'est d'ailleurs très bien passé. La maman et le bébé vont bien. Pourtant, au moment de l'enregistrement à l'état civil le 7 juin, les problèmes commencent. D'abord, devant l'absence de certificat médical attestant de la naissance, l'état civil les renvoie devant la mairie. Le lendemain, ils se rendent à la mairie valide la naissance, mais leur cas est ensuite signalé à la PMI, qui demande d'abord un rendez-vous médical pour vérifier si l'enfant se porte bien. Rendez-vous donc honoré, malgré la surprise des parents, quelques jours plus tard, d'ailleurs pour les 8 jours du bébé. L'examen pédiatrique est effectué, l'enfant se porte bien effectivement, mais pourtant dans l'après-midi, un agent de la PMI accompagné de gendarmes sonne à la porte. Les 2 enfants sont finalement placés provisoirement en pouponnière. La demande de déplacement des enfants est effectuée par le département d'Ille-et-Vilaine qui a adressé un signalement au procureur de la République de Rennes. Et je vous cite le motif: des éléments de risque, de danger sur la santé et de suivi médical de 2 enfants d'une famille vitrienne, précise le département dans un communiqué. Il y a donc un risque de danger, mais visiblement pas encore un danger avéré, sur la santé et sur le suivi médical. Un risque sur le suivi médical. Est-ce qu'un risque d'absence de suivi médical ou de mauvais suivi médical ou de suivi médical trop léger, même si ses parents se sont rendus à la PMI, mérite vraiment la séparation de jeunes enfants, donc d'un bébé de 8 jours et de mise en cellule de pouponnière. Ces enfants dorment en ce moment en pouponnière, donc la fratrie est séparée en plus. La petite fille de 2 ans est séparée de la petite sœur. Voilà une famille et une histoire absolument tragique. Le couple d'ailleurs s'est rendu à la pouponnière pour tenter de voir au moins ses enfants et de comprendre quand est-ce qu'ils pourront récupérer leurs enfants. Écoutez le témoignage de la mère qui sort de la pouponnière. Quand ce monsieur vient, il nous dit que nos filles, c'est le juge qui va décider quand est-ce qu'on pourra les voir et que donc il va le décider dans 3 semaines et que donc d'ici 3 semaines, pendant 3 semaines, là, on ne va pas pouvoir voir nos filles. Que je ne vais pas pouvoir voir mon bébé et voir ma Nausicaa qui a pleuré le soir parce qu'elle voulait voir sa sœur et que sa sœur est dans une autre cellule et que donc elles ne sont pas ensemble. Et donc il nous explique qu'on ne verra pas nos enfants pendant minimum 3 semaines jusqu'à ce que le juge décide de combien de temps on va avoir le droit de voir nos enfants. Et là, mon compagnon, il jette les clés de la voiture par terre et il s'énerve, il dit c'est pas possible et tout ça. Et le monsieur lui dit: vous vous comportez comme un enfant. C'est pas la réaction d'un père, ça. Et donc, mon compagnon s'énerve en disant: ça c'est pas la réaction d'un père, vous pensez que ça c'est pas la réaction d'un père? Et il lui dit: oui, et si vous continuez à vous comporter comme ça, vous ne reverrez jamais vos enfants. Voilà, mais de quel droit peut-on dire des choses pareilles et surtout faire des choses pareilles dans l'État français? Comment peut-on séparer une famille qui visiblement n'a fait aucune maltraitance sur ses enfants? Là, je pense que la maltraitance, elle est sur cette famille et j'assume mes propos. Pour en parler, nous sommes avec Djaliborka Milovanovic. Bonjour Madame Milovanovic.
Bonjour. Vous êtes directrice de la maison d'édition Le Hêtre Myriadis, ancienne directrice de publication du magazine de parentalité Grandir Autrement et fondatrice du collectif Le Droit des Mères. Vous êtes d'ailleurs militante, vous vous dites écoféministe du droit des mères et des enfants en général. Alors, vous avez suivi cette affaire, vous avez échangé avec les enfants. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé ? Merci beaucoup. Je me permets juste de rectifier une chose. Oui. Le collectif, c'est la révolte des mères. Ah pardon, oui, tout à fait. Je vous en prie. Je peux vous en dire plus. Disons que moi, j'ai été alertée par l'intermédiaire de camarades militantes qui travaillent avec moi et qui avaient vu donc le témoignage au départ publié dans un groupe tout à fait privé de soutien à l'accouchement. Elles m'ont alertée sur cette situation puisque je travaille sur ça. C'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Oui. Et je suis intervenue très rapidement auprès des parents. Je leur ai proposé mon aide, mon soutien. Donc j'ai eu l'occasion de parler à eux, de parler à leur entourage. Donc je sais très bien qu'ils sont très entourés. Et j'ai beaucoup d'éléments, d'indices qui m'incitent à croire fermement que ces parents subissent un traitement tout à fait injuste et disproportionné. Même si on peut admettre que l'État ait le droit ou un droit de regard sur les familles ou sur ses administrés pour veiller à leur bien-être. Donc ce que je peux dire d'ores et déjà, étant donné les éléments que j'ai pu rassembler, puisque moi aussi je ne m'embarque pas dans le soutien de familles aveuglément, je consulte, j'enquête, et surtout j'essaie de réunir le plus d'éléments factuels. Et la première chose qui m'a paru absolument scandaleuse dans cette affaire, pardonnez-moi, c'est l'absence de documents justifiant le placement des enfants. Les parents n'ont pas été notifiés. C'est-à-dire que lorsque la police est venue dans leur domicile, elle a simplement annoncé que les enfants seraient emmenés sans présenter aucun document du procureur autorisant donc les forces de l'ordre à intervenir et à emmener les enfants. Ça, c'est un genre d'irrégularité que l'on retrouve assez souvent dans ces situations-là. Mais comment vous l'expliquez ? Pourquoi particulièrement dans cette situation-là ? Ça veut dire qu'en fait, c'est un petit peu hors la loi, un peu précipité peut-être du côté du procureur ? Je ne dis pas que c'est précipité, c'est-à-dire que quand le procureur prend une décision, enfin émet un placement provisoire d'urgence, il y a une urgence, donc la police réagit en urgence. En revanche, c'est irrégulier puisque les parents ne sont pas notifiés, on ne leur présente pas le document qui démontre qu'il y a une décision en haut lieu qui impose ce placement. Et ce document-là est très souvent réservé. On le montre aux parents sans leur en donner une copie. Parfois, on ne le montre pas. Et c'est très préjudiciable pour l'organisation de la défense des parents, en l'occurrence. Les avocats ont besoin de connaître les motifs qui sont émis pour justifier le placement. Cette famille a finalement réussi à obtenir ce document-là hier et a pu constater que les motifs étaient, très légers, ou en tout cas, la décision est disproportionnée par rapport aux motifs. Alors, quels sont les motifs ? Vous pouvez nous les donner ? Parce qu'on comprend que là, ce que j'ai lu, moi, c'était le risque de danger sur la santé et le suivi médical de 2 enfants. Donc, visiblement, il n'y a pas encore de danger avéré, mais un risque de danger ou, en tout cas, un risque de mauvais suivi médical. Alors, l'avocat des parents nous a demandé de ne pas trop commenter toutes ces raisons qui sont émises par les services de la PMI, qui sont reprises par le procureur sur l'enquête qui aurait été faite par la PMI, parce que je dis qui aurait, l'enquête était vraiment sommaire d'après moi. Mais on peut vous donner quand même quelques éléments.
Le procureur de la République de Rennes affirme que ça n'a aucun lien avec l'accouchement non assisté. Ah oui. Or, il y a au moins un élément que nous a fourni la famille, à savoir que la première raison émise, c'est l'accouchement dans des conditions de précarité. Donc l'expression, la formule accouchement non assisté n'a pas été évoquée. En revanche, on lui a substitué cette formule de accouchement précaire. Et comme par ailleurs aucune enquête sociale n'avait été effectuée dans le domicile des parents qui aurait pu conclure à une précarité matérielle, socio-économique, il est évident pour tout le monde que ce terme-là désigne précisément l'absence de suivi médical de cette grossesse et de cet accouchement et d'une partie de la grossesse. Ensuite, effectivement, pour être général, les motifs qui reviennent, c'est l'absence de suivi médical à la PMI, puisque les parents ne s'opposaient absolument pas à un suivi médical en général, ils souhaitaient un suivi médical en ville. C'est tout à fait classique de consulter un pédiatre en ville pour la visite des 8 jours. On est très nombreux à le faire. Il y en a qui choisissent la PMI parce que c'est gratuit et il y en a qui choisissent d'aller chez un pédiatre. Parce que eux, apparemment, d'après le déroulé des faits, ils étaient étonnés de devoir se rendre à la PMI ou n'avaient pas forcément cette envie-là. Alors non, effectivement, ils n'avaient pas spécialement envie d'aller à la PMI. Ils voulaient prendre en charge eux-mêmes le suivi de la façon qui leur convient le mieux, de la même manière qu'ils ont pris en charge la grossesse et de la même manière qu'ils ont pris en charge l'accouchement. Ils ne s'opposaient pas, contrairement aux affirmations de l'officier d'état civil qui a plus tard témoigné, dont les propos ont été rapportés sur le site de la mairie de Vitré. Ils ne s'opposaient pas à un suivi médical. Je pense que c'est vraiment une interprétation de l'officier d'état civil. C'est simplement que le papa entendait mener le suivi médical de l'enfant, enfin la famille en tout cas, et c'est ce que le papa a exprimé à l'officier d'état civil, entendait mener le suivi médical comme il l'entend. Oui, d'aller voir leur médecin de famille ou leur médecin de ville, etc. Tout à fait, tout à fait. Et donc, vous précisiez hier que la petite fille de 2 ans, elle a bien un carnet de santé qui est avec un suivi, donc je veux dire, ils ne sont pas complètement abandonnés. Tout à fait, la petite a un carnet de santé sur lequel il y a une courbe de croissance qui est remplie. Alors moi, je n'ai pas vu le carnet de santé, mais là je me fonde sur les affirmations de la famille et de l'entourage de la famille. Donc je rappelle quand même que ce sont des gens très entourés. C'est pas, je ne suis pas en contact qu'avec une seule personne. J'ai donc eu l'occasion d'avoir plusieurs interlocuteurs. Les grands-parents sont très impliqués, très soutenants. Tout le monde est absolument choqué de la décision qui a été prise. Quand les gens s'aperçoivent d'à quelle personne on a infligé ce genre de traitement, donc des personnes extrêmement douces, posées, bienveillantes, sérieuses, la colère est encore plus grande. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'on a vraiment du mal à comprendre, surtout si vous allez voir cette vidéo dont j'ai déroulé seulement un extrait tout à l'heure. On a l'impression, après c'est une impression, mais vous avez eu l'occasion de le vérifier avec une série de témoignages de personnes vraiment équilibrées, très malheureuses évidemment de la séparation d'un tout jeune, tout petit bébé. Et ça, pour moi, ça c'est très grave. C'est-à-dire que ça c'est de la maltraitance. Une mère séparée de son bébé à 8 jours, un bébé qui va pas voir sa mère pendant peut-être 3 semaines, la sœur séparée du bébé, ils ne peuvent même pas être ensemble. Mais quelle horreur! Oui. Et vous disiez une famille équilibrée, mais vous savez, même si, moi je me permets quand même cette remarque, même si la mère et le père étaient un peu déséquilibrés ou que sais-je, ils ne mériteraient pas un traitement pareil. Oui, tout à fait. La séparation d'un enfant de ses parents, quand on a pu vérifier qu'il n'y a pas de maltraitance gravissime qui met en danger la santé de l'enfant, ce qui n'est pas le cas ici. Il y a une suspicion. Donc même ces gens-là qui seraient fragiles psychologiquement, très fragiles, ça ne justifierait pas un traitement de ce genre-là. Il y a des façons beaucoup plus humaines, beaucoup plus bienveillantes, respectant la dignité des personnes,
de prendre en charge ce genre de situation. Donc, les conditions du placement sont extrêmement sévères. Le procureur avait au départ réservé le droit de visite. Alors, voilà. Moi, par exemple, c'est une des premières fois que je vois ce genre de choses, réserver le droit de visite. Habituellement, le parent peut au moins voir l'enfant 1 heure par semaine ou 1 heure tous les 15 jours, ce qui est terriblement peu, bien sûr. Non, mais c'est horrible. Mais rien que ça, voilà. C'est déjà... Ouais. Voilà. Mais alors, justement, la séparation, et moi, je voudrais vraiment insister sur ce point-là, la séparation mère-enfant qui est induite par ce placement, elle a d'ores et déjà des conséquences irréparables. Bien sûr. Et je suis toujours autant consternée, moi qui milite pour les droits des mères et des enfants depuis maintenant 20 ans, de voir la légèreté avec laquelle les institutions semblent traiter ça. Alors même qu'on a une commission des 1000 jours qui a émergé pendant le quinquennat de M. Emmanuel Macron, dont le but était justement d'essayer de valoriser, de favoriser ce lien, et qui prétend donc insister sur l'importance de l'attachement. Là, on voit des décisions qui sont prises au mépris de connaissances scientifiques et élémentaires de base qu'on a, mais depuis les années 70, je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Bien sûr, les neurosciences sont venues après renforcer les connaissances qu'on avait déjà acquises plus tôt, sur l'importance du lien mère-enfant. Alors, il y a une importance psychique, évidemment, parce que toute la relation et l'abord de la vie se construit chez l'enfant à partir de cette relation-là. Là, dans cette situation, on a un allaitement qui a été mis en place. La lactation humaine est un processus extrêmement fragile. Il y a un moment critique de mise en place, notamment chez la mère. Alors, chez la mère et chez le bébé. Je dis d'abord chez le bébé parce qu'il y a un réflexe de succion qui disparaît s'il n'est pas utilisé. Chez la mère parce qu'il y a une lactation qui se calibre pendant les 5 à 6 premières semaines, parfois même avant. Donc, il se pourrait que cette maman ne puisse plus allaiter son enfant quand elle le retrouvera. Oui, puis même au-delà de ça, il y a les conséquences dont vous parlez. Un bébé, on sait très bien que le bébé se construit à cet âge-là énormément. Oui. Et là, séparé de sa mère, il ne sait même pas où il est, on ne sait même pas dans quelles conditions, on ne sait même pas s'il est bien accompagné, s'il est chéri pendant ce temps-là. Mais, tout à fait. C'est complètement destructeur. Un bébé, ce bébé-là, il vient de sortir du ventre de sa mère. Imaginez qu'il puisse être séparable du corps de sa mère parce qu'il en est sorti, c'est une grave erreur. On dit souvent 9 mois de sang, 9 mois de sang rouge, 9 mois de sang blanc. Donc l'habitat naturel du bébé après la naissance, c'est le corps de sa mère. C'est quand il est sur le corps de sa mère qu'il régule le mieux ses fonctions physiologiques. Ce bébé-là, actuellement en pouponnière, je doute fort qu'il soit porté 24 heures sur 24 par une personne, alors que c'est ce qu'aurait fait sa mère. Et son père, bien sûr. Là, j'insiste, je fais vraiment un focus sur la mère parce qu'il y a un lien biologique extrêmement fin qui se construit et on insiste sur ce moment-là en postpartum. Ensuite, c'est une violence pour le bébé, pour son corps, pour son psychisme en construction. C'est une violence pour la mère, pour son corps qui s'attend à avoir un bébé dans les bras et donc qui est hormonalement complètement conditionné à allaiter cet enfant, c'est une violence envers son psychisme. Et alors que dire de la destruction, de la disqualification maternelle qui accourt là, de l'incompétentisation de leur fonction de parents à ces gens-là. Oui, alors justement, Jaliborka Milovanovic, d'abord merci beaucoup. Vous êtes fondatrice du collectif La Révolte des mères et votre éclairage est très important. Je voudrais, puisque vous parlez de ça, qu'on revienne sur cette disqualification du lien mère-enfant. Comment on peut arriver aujourd'hui, qu'on élargisse un petit peu le sujet, à une situation pareille. Encore une fois, j'utilise le mot, j'assume, et c'est pas vous qui le dites, de maltraitance contre une famille et ce lien mère-enfant, alors que et nous on en parle régulièrement ici, on a d'autres situations de justice où des enfants sont violentés par un père ou une mère et dans ce cas-là, malgré la plainte répétée d'enfants et de témoignages, il n'y a pas de séparation et ils sont remis dans le domicile, ils sont en danger. Et là, il n'y a pas
visiblement, d'après ce que vous nous dites, il n'y a pas de danger. On voit une mère effondrée et cet enfant, pour le coup, est séparé immédiatement sans aucune enquête. Mais je ne comprends pas comment on arrive à une telle disproportion, un poids de mesure dans la justice. Eh bien, j'aimerais bien pouvoir vous répondre, Clémence. Le problème, c'est que nous sommes nombreux à ne pas comprendre, même des personnes qui travaillent à la protection de l'enfance. Alors, un élément d'explication peut-être. Il y a une grande disparité entre les départements. Alors, une personnalité comme Lies Loufoque, par exemple, milite énormément pour qu'il y ait une centralisation de la gestion de la protection de l'enfance. Donc là, on pourrait penser que l'indépendance, c'est bien, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Il manquerait peut-être de concertation, d'homogénéité dans cette institution-là. Ce qui fait que chaque département est très différent et gère les choses de manière très différente. Il ne faut pas oublier le facteur humain très important dans ces situations-là. Et si justement ça manque de centralisation et de coordination, peut-être que les évaluations sont un peu moins, guidées, je ne vais pas envoyer le terme professionnel, mais en tout cas moins standardisées et sécurisées que quand elles se font comme ça, que quand elles se font de manière centralisée et qu'il y ait des directives. Je pense que vraiment, et Lies Loufoque, quelqu'un comme lui en parlerait beaucoup mieux que moi, il y a une profonde réforme de la protection de l'enfance qui est à penser. Il y a une tendance naturelle dans toute institution de passer d'une vocation de protection à une vocation de contrôle. Il faut pouvoir prévenir cette tendance naturelle et il faut sans arrêt recadrer, réformer, et ça n'a pas été fait depuis longtemps, je pense, avec la protection de l'enfance. C'est ce qui pourrait expliquer. Deuxième élément que je vais quand même donner, je pense sincèrement qu'on ne prend pas la mesure de l'importance des besoins des enfants et de la construction psychique des enfants. Bien et sûr. De l'importance du maternage proximal, c'est-à-dire de l'allaitement, du portage, etc. Voilà. Et du lien avec la mère. Et ça, c'est un sujet qu'on peut ouvrir et élargir tout simplement au domaine du travail et d'autres questionnements. Mais là, évidemment, on arrive au pire de toutes les conditions. Merci beaucoup, Jaliborka Milovanovic. Je vous propose qu'on reprenne avec vous des nouvelles de cette famille qui est finalement que l'exemple d'une situation qui arrive assez régulièrement. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Merci encore. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.